Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est une LED. Ah bah tu t'y connais toi, vu ta gueule. Quoi? Bah oui, les moches, ça te connaît. Mais non, une LED LED. Ah. Fusion! Yeah! Bonjour les padawans de la physique, Obiyan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et je répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à mon poteau Aetios et on voit comment fonctionne une LED. Mais vu qu'une LED c'est avant tout une diode, on va voir comment fonctionne une diode et après, on verra la LED. Il y a quelques temps, dans cette vidéo, je vous ai expliqué le début de l'électronique. Comment on est parti de l'ampoule d'Edison pour arriver à la diode. Sauf que pour cette vidéo, on va pas parler des vieilles diodes, on va parler des diodes à semi-conducteurs. Pour comprendre comment fonctionne un semi-conducteur, il va falloir qu'on revienne à la base des bases, à l'atome. Souvent sur cette chaîne, et afin de simplifier les choses, je vous expliquais qu'un atome était composé d'un noyau et d'électrons qui gravitaient tout autour, comme un système planétaire. C'est le modèle de Rutherford. Aujourd'hui, on va aller un tout petit peu plus loin, mais vous allez voir, c'est pour comprendre la diode un peu plus précisément. Ça reste toujours simplifié par rapport à la réalité des choses, mais ça va être intéressant de pousser le curseur un peu plus loin. Je vais vous présenter le modèle de Bohr, modèle qui a été introduit évidemment par Niels Bohr. Dans ce modèle, on a toujours un noyau au centre et des électrons qui tournent autour de ce noyau. Seulement, ça va pas être comme avec des planètes qui tournent autour du Soleil, car chaque orbite va avoir son propre niveau d'énergie. Plus on s'éloigne du noyau, et plus le niveau d'énergie sera important. Et donc les électrons qui graviteront autour d'un orbite devront être à ce niveau d'énergie. Dernière chose à savoir sur le cortège électronique d'un atome, il faut que pour qu'il soit stable, sur sa dernière couche électronique, on appelle ça la couche de valence, il faut qu'il y ait soit 8 électrons, ça c'est la règle de l'octet, soit 2 électrons, ça c'est la règle du duet. Du duet, pas du duel. Donc pour la majorité des éléments, il faut 8 électrons sur la couche de valence. Mais la couche de valence, ou la bande de valence, c'est la même chose, ne va pas nous permettre de savoir si un élément est conducteur, semi-conducteur ou isolant. Ça, c'est parce qu'il y a une autre bande. On l'appelle la bande de conduction. Chaque élément a une bande de conduction correspondant à un certain niveau d'énergie. Par exemple, pour les conducteurs, comme le fer ou le cuivre, eh bien, ils ont une bande de conduction au même niveau d'énergie que la bande de valence. Ça veut dire que les électrons de la bande de valence peuvent aller dans la bande de conduction sans apport d'énergie. C'est ce qu'on appelle un électron libre. C'est grâce à ces électrons libres qu'on peut créer un courant électrique. Prenons le cas d'un isolant. Lui, sa bande de valence et sa bande de conduction ne sont pas connectées. Et il y a un niveau d'énergie très élevé entre les deux. Il est donc impossible pour un électron d'aller dans la bande de conduction, à moins d'apporter une énergie énorme. C'est pour ça que c'est un isolant électrique. Et bien pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les semi-conducteurs, il y a bien un écart d'énergie entre la bande de valence et la bande de conduction. Mais cet écart est minime, en tout cas moindre que celle d'un isolant. Mais si on veut que des électrons libres aillent dans la bande de conduction, il va quand même falloir fournir aux électrons de valence un peu d'énergie. Vous devez déjà le savoir, mais l'élément principal qui compose les semi-conducteurs, c'est le silicium. Et le silicium a sur sa couche de valence, sur sa dernière couche électronique, que 4 électrons. Donc il ne peut pas être tout seul, il va être obligé de s'associer à d'autres atomes pour pouvoir avoir 8 électrons sur sa couche de valence. Je vous explique. Prenons un bloc où il n'y aura que des atomes de silicium. Pas d'autres, juste des atomes de silicium. Si on veut 8 électrons sur la couche de valence, il va falloir que tous les atomes de silicium partagent des électrons avec d'autres. Ce qui va se passer, c'est que quand on va prendre un atome de silicium, il y en a 4 qui vont se mettre tout autour, chacun des 4 partageant un électron de son cortège électronique, un électron de sa couche de valence. 4 électrons en plus des 4, ça en fait 8. Mais l'atome de silicium initial va partager ces 4 électrons avec les 4 atomes autour aussi. On voit bien qu'on se retrouve avec un bloc de silicium où chaque atome va partager un électron avec les atomes qui l'entourent. Le partage de ces 2 électrons, c'est ce qu'on appelle une liaison covalente. Donc si vous vous rappelez vos cours de chimie, là, quand il y avait la barre entre 2 atomes, et ben en fait c'était un échange de 2 électrons de la couche de valence. Donc maintenant on se retrouve avec un bloc de silicium où il n'y a que des atomes de silicium en liaison entre eux. On voit bien que ça va être compliqué de faire passer un courant à l'intérieur. Il ne peut pas y avoir d'électrons libres à passer. Sauf que vous savez très bien que les semi-conducteurs, on s'en sert en électricité. Donc qu'est-ce qui va être fait pour que ça devienne conducteur? Alors imaginons si je prends un bloc de silicium et qu'à l'intérieur je vais injecter un nouvel atome. Plein d'atomes, mais d'un même élément. On va dire du phosphore. Que va-t-il se passer? Eh bien le phosphore, contrairement au silicium, a 5 électrons sur sa couche de valence. Ce qui va se passer, c'est que le phosphore va s'entourer de 4 atomes de silicium. Et vous voyez bien qu'il reste un électron. Cet électron, il est là, mais il ne peut pas bouger, puisqu'il y a tous les atomes de silicium autour. Et donc, de ci, de là, vous allez avoir un atome de phosphore avec un électron qui va permettre de rendre plus négatif
ce bloc de silicium. On a donc un excédent de charge négative. Le bloc de silicium a donc été dopé négativement. C'est ce qu'on va appeler une portion N. Mais si à la place du phosphore, on injectait un autre élément, disons du bore ou de l'aluminium, peu importe. Prenons l'aluminium parce que ça va correspondre aux images d'illustration que j'ai récupérées. Donc je fais la même chose, j'injecte mon aluminium dans mon bloc de silicium, sauf que l'aluminium n'a que 3 électrons sur sa couche de valence. Et si vous faites bien le calcul, le silicium en a 4, l'aluminium en a 3, 4 plus 3 ça fait 7. On ne peut pas respecter la règle de l'octet. Il va donc manquer un électron, il va y avoir un trou. Ah ça c'est pas mal. Et si vous vous rappelez bien la vidéo qu'on a fait sur le transistor, c'est ça les trous de la partie P que je parlais la dernière fois. Et vu qu'il manque un électron qui a une charge moins en moins, ce bloc de silicium va donc être dopé positivement. Ça sera ce qu'on appelle une portion P. Et on vient donc de créer une diode. Cette diode est composée d'un bloc de silicium dopé positivement et d'un bloc de silicium dopé négativement. Le fait de joindre les deux, ça va créer une jonction PN. Et c'est là qu'on va commencer la réelle explication de ce qu'est une diode. Et puisque d'un côté, je vais avoir un surplus d'électrons, et de l'autre côté, je vais avoir des trous qui peuvent réceptionner ces électrons. Donc aux abords de cette jonction, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un mouvement d'électrons. C'est-à-dire que le surplus d'électrons au plus proche va remplir les trous qui sont à côté. Sauf que cette manœuvre va créer ce qu'on appelle une DDP. Une double PD? Mais ta gueule! Une DDP, ça veut dire une différence de potentiel. Il y a création d'une tension, si vous voulez. Mais le fait de créer une différence de potentiel au niveau de la jonction, ça va bloquer le mouvement des autres électrons. Il va donc falloir dépasser cette différence de potentiel pour pouvoir avoir un mouvement d'électrons. Comment je vais pouvoir dépasser cette différence de potentiel? Eh bien tout simplement, je viens ajouter une alimentation électrique aux bornes de ma diode. Il suffit de connecter le côté positif de mon alimentation vers la portion P de la diode et le côté négatif de mon alimentation vers la portion N, et voyons ce qui se passe. Je rappelle les conventions, le courant va toujours du plus vers le moins, mais la réalité des faits, c'est que les électrons vont toujours du moins vers le plus. Je viens donc rajouter des électrons sur ma portion N, qui est déjà elle-même en excédent, jusqu'à arriver à être au-dessus de la différence de potentiel créée au début, ce qui va permettre le déplacement des électrons. Donc ce qu'il faut, c'est que la tension de mon alimentation électrique, sa différence de potentiel, soit supérieure à celle de la jonction PN. En général, c'est 0,7 volts, mais il peut y en avoir d'autres. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que j'applique une tension supérieure à 0,7 volts, et puis ça passe. Mais donc, ça sert à quoi une diode? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Pour comprendre à quoi ça sert une diode, on va inverser les polarités. On va mettre le plus du côté de la portion N et le moins du côté de la portion P. Que va-t-il se passer? Des électrons vont arriver sur la portion P, sauf qu'ils vont arriver à un moment au niveau des électrons de la jonction et vont les repousser. Et ce qui va faire donc écarter les électrons vers la portion N. Ce qui vient donc empêcher le passage d'un courant électrique, puisque les électrons se repoussant ne peuvent pas se rapprocher. Il n'y a donc pas de circulation de courant, pas de circulation d'électrons. Donc on voit à quoi sert une diode. Ça sert à faire passer un courant dans un sens, mais pas dans l'autre. Avec des utilités diverses et variées, on peut très bien l'utiliser pour la protection d'un circuit. On a même, en cas de montage spécifique, du redressement d'un courant alternatif vers un courant continu. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà en gros à quoi sert une diode. Et surtout, comment elle marche. Mais, la question initiale n'était pas comment fonctionne une diode, mais bien comment fonctionne une LED. Bon déjà, ça veut dire quoi LED? Attention, c'est de l'anglais. Ça veut dire Light Emitting Diode. Eh ben dis donc, toujours un anglais de merde toi. Ouais, je sais, merci. Dès que fois vous verrez le terme DEL, diode électroluminescente, donc c'est en français, mais c'est plus rare. Mais on emploie surtout le terme LED. Comme ta mère. Pour vous expliquer comment fonctionne LED, je vais être obligé de vous expliquer ce qu'on a vu lors de la dernière vidéo, à savoir l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est lorsqu'un photon est capable de donner toute son énergie à un électron, qui lui-même est sur le cortège électronique d'un atome. Cette énergie récupérée va être capable de le faire sortir de son orbite, voire même de l'éjecter. Maintenant, il va falloir qu'on revienne au modèle de bord. Vous vous rappelez, chaque orbite a un niveau d'énergie. Donc, si mon photon vient taper un électron et vient donc lui fournir son énergie, une énergie qui ne sera pas suffisante pour l'éjecter, mais pour le faire monter d'un orbite, eh bien imaginez le sens inverse. Si mon électron se désexcitait et qu'il descendait d'un orbite, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, il y aurait l'émission d'un photon, parce qu'il va devoir libérer son énergie. Vous voyez certainement où je veux en venir. Quand il y a le passage d'un courant dans la diode, et donc un mouvement d'électrons de la portion N vers la portion P, les électrons de la bande de valence vont monter en énergie pour aller vers la bande de conduction. Ils vont devenir des électrons libres et circuler dans cette bande de conduction. Lorsqu'elles arrivent au niveau des trous de la portion P, les électrons vont devoir descendre d'énergie. Et on a dit quoi? Quand un électron descend en énergie, se désexcite, il va émettre
un photon. Et bien c'est grâce à ce phénomène qu'on a des LED. Et bien sûr, grâce à l'avancée des technologies, on peut générer des photons de différentes longueurs d'onde. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des LED capables de faire toutes les couleurs. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like. N'oubliez pas la cloche si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus si vous voulez choisir le sujet de la prochaine vidéo à mettre plein de commentaires. C'était Obi-Wan qui vous dit que la science soit avec vous. On va voir le modèle... Oui. Tu veux passer la caméra là? Coucou, c'est bon? Bon, allez.